Les droits d'auteur sont-ils menacés par l'IA générative? On va se poser cette grande question. On sait déjà que les devoirs maison sont menacés par l'IA générative, puisque ChatGPT intervient au soutien de nos étudiants et lycéens. Mais qu'en est-il de l'IA générative, ce système d'IA qui est capable de générer du texte, des photographies, différents contenus de type média ou autre? Alors, autour de cette table ronde, je ne vais pas les présenter, l'affichage est là. Donc Jean-Michel Bruguière, Jean-Marc Deltorne, Pierre-Carl Langlais, Arthur Millerand, qui pourront nous apporter des éclairages techniques et juridiques sur cette problématique. Alors déjà, qu'est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle? Est-ce que cette terminologie est la bonne et de quoi parle-t-on? Tout le monde connaît cette notion, tout le monde en entend parler, sans réellement qu'on puisse comprendre techniquement ce qui se passe, étant précisé qu'il y a finalement autant de solutions techniques qu'il y a de plateformes. Et je vais proposer dans un premier temps à Pierre-Carl de nous faire une présentation technique et de nous apporter les éclairages nécessaires à la compréhension juridique de cette technologie. Un des premiers cas remonte à 1964 et c'était une œuvre qui s'appelait Gaussian Quadratic. Donc c'est une œuvre qui a été créée à l'époque par ordinateur de l'époque. Alors évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes techniques qu'aujourd'hui, mais les problématiques sont quand même assez similaires. Donc concrètement, qu'est-ce que c'était? C'est un algorithme assez mécanique en réalité, qui manipule un crayon et qui va faire un certain nombre de choses à partir de fonctions mathématiques. Mais déjà à l'époque, il y a une grosse question, savoir qui est l'auteur. Est-ce que c'est la machine, la personne qui a créé le code, la personne qui sélectionne l'image? Et là, c'était un employé au laboratoire Bell qui en même temps se prenait un peu d'un goût artistique. Il trouvait que cette image ressemblait à un tableau de Picasso, que je ne vous montre pas du coup pour pas enfreindre le droit d'auteur de Picasso. Mais il a réussi à le faire protéger au Copyright Office, même s'il y a eu un gros débat. Ça a été un peu refusé initialement, finalement ça a été accepté en 64. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait un peu compliqué de le faire valider aujourd'hui. Donc c'est là où on voit à quel point cette question, elle est quand même pas évidente. Alors, ce qui est quand même très différent aujourd'hui, dans le débat qui se pose, c'est que, à la différence de ce qui se passait en 64, c'était un algorithme mécanique qui créait véritablement une œuvre en réalité, parce qu'il s'inspirait de rien d'existant, il y avait juste une fonction qui dessinait des choses. Aujourd'hui, on est sur des modèles qui s'inspirent de choses en réalité. Et la question qui se pose vraiment aujourd'hui, c'est dans quelle mesure on est vraiment dans une inspiration ou on est quelque chose de plus loin et on va jusqu'au réemprunt d'œuvres existantes. Est-ce qu'il y a ou pas une pénalité finalement qui s'affiche sur les œuvres qui ont été réempruntées? Est-ce qu'il faut les compenser? C'est tout le débat. Et donc, un bon exemple, c'est ce portrait d'Edmond de Bellamy, donc, qui est un portrait qui a été fait par un collectif d'artistes IA en 2018. Donc c'est assez tôt, en fait. C'est vraiment avant la vogue courante, mais c'est déjà les mêmes techniques. Ils ont pris 15 000 portraits, ils ont fait un peu une sorte de moyenne, et puis à la fin, ils arrivent à ce portrait qui, aujourd'hui, paraît un peu moche, par rapport à ce qu'on arrive à faire. Mais il a été adjugé quand même 432 000 $ par Sotheby's. Donc d'emblée, c'était considéré vraiment comme une œuvre. Ça pose quand même des questions parce que du coup, ce portrait, qu'est-ce que c'est? C'est un peu une sorte de moyenne de 15 000 portraits. Et la question qui se pose, c'est dans quelle mesure ces portraits ils ont quand même contribué à créer l'œuvre. Et en même temps, ils ne sont pas vraiment là. Il n'y a pas vraiment d'exemple d'œuvres existantes auxquelles on pourrait rapprocher celle-ci, puisqu'on est vraiment un peu dans une moyenne. Et c'est les mêmes débats aujourd'hui qui sont suscités depuis un an par tous ces nouveaux modèles qui s'appellent DALL-E, Midjourney, c'est 2 ans d'ailleurs du coup pour DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion. Concrètement, ces très gros modèles, ils sont entraînés sur des immenses corpus qui peuvent aller jusqu'à 5 milliards d'images. Et ils sont entraînés comment? Ils sont entraînés par un couple d'images et de légendes. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans les détails techniques de comment c'est fait. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu compliqué à comprendre. En même temps, c'est très important, je pense, du point de vue des conséquences juridiques. Donc, on a ce couple-là. Alors, sachant que les images ont été récupérées en ligne en vrac, évidemment, ce sont des images qui sont potentiellement protégées. Bon, là, j'ai fait exprès de choisir des photos un peu anciennes, mais ce sont des images qui, normalement, sont protégées. Il n'y a pas de droit de reproduction. Et concrètement, le modèle, il voit ça uniquement sur l'ordinateur privé, il va tourner, et puis après, il est réutilisable. Alors, sur la manière dont c'est fait, je vais passer celle-ci du coup. Si ça marche, ok, très bien. Concrètement, en fait, ces images, qu'est-ce qu'une cartographie? Une cartographie, en réalité, a un vaste espace culturel. C'est-à-dire, concrètement, toutes ces images, tous ces textes vont circuler dans un même espace sémantique. Donc là, une représentation qui en est faite ici, Stable Diffusion.
et qui en fait en réalité informe sur l'environnement esthétique d'une époque, d'un mouvement, d'un style. Donc là, l'image que vous voyez circuler tout à l'heure, c'est un test que j'avais été amusé à faire sur une rue parisienne. J'avais demandé une rue parisienne qui est complètement imaginaire, elle n'existe pas en réalité, et je la fais évoluer à différentes époques. Et on voit comment il y a des transformations successives, à la fois par l'objet représenté et par le mode de représentation. Donc concrètement, selon la date que j'assigne dans le prompt, on va avoir une représentation qui va être différente. Donc là, on est en 45, et après, ça va circuler. On va voir arriver la couleur assez tard en réalité, pas avant les années 80-90. Et on voit très bien les formes des voitures qui changent, la forme des la couleur qui arrive du coup, et ainsi de suite. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? En fait, ce modèle, il a été appris à partir de la dégradation d'images. Concrètement, chaque image va être transformée en bruit. Et l'idée, c'est que le modèle, il doit repartir de ce bruit pour essayer de reconstituer l'image. Sachant que c'est une tâche absolument impossible. Le niveau de dégradation est trop élevé, il ne peut pas réussir à reconstituer exactement l'image. Par contre, il peut essayer de reconstruire une image approchante. Et ça, c'est le principe de base de la classification sémantique qui est faite aujourd'hui, donc de disposer de ces images sur un vaste espace sémantique. Et l'idée, c'est que le modèle a gagné si, à partir de cette image de chat, il génère une autre image de chat, parce qu'il a trouvé une image qui est approchante. Donc concrètement, ça veut dire que lorsque vous générez une image, à chaque fois, c'est l'association de deux choses. Un bruit qui est aléatoire, et là ce qu'on appelle une seed concrètement, donc c'est cet ensemble-là, qui est complètement bruité, ça ne ressemble à rien du tout. On dirait à l'image d'une télévision qui ne fonctionne pas en réalité. Ensuite, vous demandez une légende, et ensuite vous avez l'image. Donc concrètement, si vous demandez le même bruit, avec la même légende, vous aurez toujours la même image. Donc là, cette image que je me suis mise à faire, évidemment, c'est un robot qui écrit. Je trouve que c'était amusant sur le thème de la journée. Maintenant, si je change juste un tout petit peu mon prompt, l'image va changer juste un tout petit peu. Voilà, là, je suis passé d'une année supplémentaire, je suis passé en 1983. Vous voyez, il y a des petites différences qui se sont introduites, mais qui sont très légères. Simplement parce que l'adresse sémantique de la légende est très très proche, le bruit de départ est identique, et donc du coup, la diffusion de l'image est très très proche. Donc du coup, on a une sorte de régularité qui se pose là. Maintenant, si je pars sur un bruit complètement différent, et là j'ai pris la cible 1990, là, même prompt que celui d'avant, image arrangée de manière complètement différente, qui n'a absolument rien à voir. Et ça, je pense que ça a des conséquences doubles, à la fois du côté de est-ce que l'auteur a un droit d'auteur ou pas, parce que clairement, il y a quand même une infinité d'images potentielles, et est-ce que les auteurs dont on a utilisé les images pour entraîner les IA peuvent avoir des droits sur celles-ci, et à nouveau, c'est pas évident, honnêtement, parce qu'on voit très bien qu'à partir d'un même prompt, en réalité, on peut avoir une sollicitation qui est extrêmement variée. Et en plus, j'ai fait exprès de choisir de générer une image qui est quand même très imaginaire, qui correspond à mon avis à rien qui n'existe véritablement, parce que des tableaux du Xe siècle et des robots, il y en a quand même peu. Et donc, ça pose quand même vraiment des questions. Alors, il y avait un projet, il y a quelques mois, que c'était essayer de retrouver et d'attribuer les images générées. Donc concrètement, vous mettez une image que vous aviez générée et essayez de dire, OK, cette image a été utilisée pour créer ça. Alors, ce projet n'existe plus aujourd'hui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il marchait très très mal. Et que, c'est les exemples que je vous montre ici, en réalité, les images qui sont censées avoir été sollicitées, alors elles l'ont été effectivement, elles sont dans le modèle, elles ont servi en fait à créer le modèle. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas juste dans un cas de collage, on n'est pas juste dans un cas de réemprunt brut, on est dans quelque chose de différent. Et ça pose quand même plein de questions. Et je vais terminer avec des cas plus compliqués, par contre, je pense. Et c'est là où je pense que la réponse, elle ne peut pas être uniforme, en fait, sur cette question, est-ce que c'est protégé ou pas. Mais là, évidemment, ce n'est pas moi qui vais apporter les réponses. Un premier cas de problème, c'est qu'il y a des cas de mémorisation. Et là, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup d'images qui sont présentes dans le corpus d'origine. Donc ça crée des patterns, ça crée des régularités. Et même lorsque le bruit change, en réalité, on retombe quand même sur la même image. Le bon exemple, c'est La nuit de Vincent van Gogh, La nuit étoilée, qui a portrait extrêmement fameux dans le domaine public. Donc concrètement, il y a probablement plusieurs centaines d'exemples dans les corpus de Stable Diffusion. Concrètement, si je lui demande juste comme ça, tout de go, il va le retrouver. Il va retrouver quelque chose d'approchant. Donc là, je peux vous amuser à superposer. Donc là, c'est le portrait d'origine. Maintenant, je veux superposer ma génération. C'est quand même très proche. On est quand même sur quelque chose qui ressemble vraiment à l'image d'origine. Un cas plus compliqué, et en plus problématique du coup, parce que là pour le coup c'est une image contemporaine, elle n'est pas en domaine public, c'est Banksy, la fille au ballon. À nouveau un portrait extrêmement fameux, c'est probablement une des images les plus fameuses ces dernières années. Et en fait on peut créer une gradation de rapprochement, et c'est là je pense que la question, la réponse elle est vraiment très compliquée. C'est-à-dire que si je demande juste un prompt en déclivant à peu près l'image, en disant ok, prend une sorte d'ombre de petite fille qui tient un ballon rouge, graffiti on the wall, bon, c'est pas quelque chose qui est extrêmement proche. On est quand même sur quelque chose qui ressemble un petit peu, mais c'est pas non plus exactement ça. Maintenant, si je commence à rajouter by Banksy, là, il regroupe en plus avec le style de Banksy, et là, on commence à quelque chose de très proche.
cas encore plus extrême, et c'est là où vous me direz si je pars en prison à la fin de la présentation, c'est si je commence à faire du image to image. Donc là, c'est une fonction spéciale où au lieu de démarrer par du bruit, on démarre par une image qui est celle de l'image d'origine. On la fait varier un peu, on est quand même extrêmement proche. Alors, il y a des variations, mais elles ne sont pas significatives. Donc là, voilà, c'est un peu ça le problème. Et l'autre problème de l'autre côté, est-ce que ces images peuvent être protégées ou pas? Et là, je pense que la question commence à se reposer parce qu'il y a des mouvements d'artistes IA qui commencent à se professionnaliser et qui vont au-delà de juste déposer des prompts et avoir des jolis résultats. Hein. On est vraiment avec des gens qui entraînent leur propre modèle, qui sélectionnent des images parmi des milliers, qui vont les retoucher, qui vont faire ce qu'on appelle du in-painting ou du out-painting, donc c'est concrètement faire des changements. Et en ce moment, actuellement, à New York, il y a une exposition qui s'appelle AI Surrealism, et l'une des grandes idées de ce mouvement, généralement, qu'ils adorent faire, c'est des photos avec des glitches. Donc des photos qui ont l'air très réalistes, mais clairement, il y a des problèmes ici, il y a des problèmes de proportion entre les personnages, mais c'est volontaire. C'est l'idée, justement, que c'est là où c'est intéressant, en fait, de pouvoir faire ça avec le LIA, c'est d'avoir ce mélange des genres, ce qui s'appelle la post-photographie ou la syntographie, par association au postmodernisme, cette idée que on fait des choses un peu différentes avec de l'IA. Et alors évidemment, ça pose la question, parce que là, il y a un vrai travail artistique derrière, il y a une démarche, mais en même temps, ils n'ont pas dessiné ces images, c'est une évidence. Ils n'ont pas non plus photographié, mais en même temps, il y a quand même tout un travail. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous arrêter là, et je vous remercie. Moi, j'aurais deux questions peut-être à poser au professeur Bruguière ou à Arthur Millerand. La première, c'est naturellement comment on peut réexploiter des images afin de les utiliser dans le cadre d'IA générative. Et par ailleurs, Pierre Karl, vous avez fait une distinction entre les images tombées dans le domaine public et celles qui ne le sont pas. Et je m'interroge, quand je vous entends parler de bruit ou d'images qui vont être retouchées ou autres qui sont tombées dans le domaine public, s'il n'y a pas également pour celle-là une problématique qui serait liée au droit moral et au respect attaché aux images. Bien, bonjour tout le monde. Alors moi je vais répondre plutôt à la question de l'exploitation en mettant de côté, pour mon cher confrère, la question de l'accès aux bases de données, parce qu'en fait, effectivement, à mon avis, un des gros problèmes, c'est le problème de l'accès à ces images. Je ne vais pas l'envisager. Je vais me prononcer plus particulièrement sur la question de l'exploitation. Donc on vous a présenté au stade de l'apprentissage, la génération de ces images, certains nombres d'exemples. Dans ce que je lis, moi, sur les questions qui se posent aux juristes de propriété intellectuelle, c'est que, il faut rémunérer les auteurs pour ces exploitations. Et on cite à l'appui l'action de Getty Images contre Stable Diffusions à Londres. Ou deux, c'est une collègue qui récemment a écrit un article tout à fait intéressant qui disait qu'effectivement il fallait faire jouer les exceptions, ou que si ces exceptions ne jouaient pas, il fallait faire reconnaître le triple test. Bon, tout ça est fort intéressant, mais en fait, il faut quand même se poser la question qui fâche. Et la question qui fâche, c'est de savoir en fait s'il y a véritablement une exploitation au stade de l'apprentissage des données. Alors je ne parle pas de le problème, encore une fois, de la question de l'accès, qui est certainement effectivement problématique. Mais au stade de l'apprentissage, de l'analyse, de mon point de vue, il n'est pas évident qu'il y ait une exploitation. Alors pourquoi je fais cette observation? Parce que je regarde du côté des États-Unis la notion de fair use, et je m'intéresse à cette notion parce que je trouve que cette notion nous pousse à nous demander en quelque sorte, à travers ce qu'on appelle l'usage loyal, qu'est-ce que c'est qu'une exploitation de l'œuvre, et est-ce qu'on va exploiter l'œuvre pour elle-même, en quelque sorte, dans le cadre de cet apprentissage. Bon, je ne vais pas développer, mais on a une très belle affaire Google Books qui a été rendue il y a quelques années, où précisément, on en arrivait à l'idée que ces livres n'étaient pas représentés comme des œuvres de l'esprit, comme des livres, mais étaient effectivement transformés en données. Et je pense qu'effectivement, on n'est pas très loin effectivement, de ce résultat à travers les exemples qui vous ont été donnés. Ensuite, la question plus technique, de savoir effectivement, je laisse tomber le fair use, parce que c'est ça qui finalement va suggérer l'interrogation, c'est la question donc de savoir s'il y a une exploitation. Alors, est-ce qu'il y a une exploitation? Est-ce qu'il y a par exemple, en droit d'auteur, vous le savez, il faut effectivement, par exemple, une reproduction. Techniquement, peut-être, il y a effectivement une reproduction, mais est-ce que c'est le cas, encore une fois, juridiquement? Je n'en suis pas certain, sauf à considérer que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est quand même effectivement assez large, tend à considérer qu'il y a reproduction assez rapidement, même s'il faut aussi mettre dans le débat une jurisprudence tout à fait intéressante dont on parlera peut-être ce matin,
jurisprudence qui a été rendue à propos de producteurs de phonogrammes, mais on peut tout à fait transposer au droit d'auteur. Il s'agissait en fait de la reprise d'un extrait musical d'un groupe allemand des années 70, que je prononce très mal, Kraftwerk, parce que je ne suis pas germaniste, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Et donc, dans cette décision, la Cour de justice va considérer qu'il n'y a pas de contrefaçon lorsqu'effectivement, on est en présence d'une forme qui a été modifiée, qui n'est pas reconnaissable. Donc, il faudra peut-être se poser un jour la question de savoir si, à la lumière de cette jurisprudence, on n'est pas, là encore, dans ce cadre. Voilà, donc, et puis après, il y a une autre discussion qu'il faudra aussi avoir, qui est la question de savoir si, au stade de l'apprentissage, on est bien dans la reprise des éléments formels de l'œuvre. Parce qu'en fait, on est dans une analyse qui va aboutir à une décomposition de l'image, où on va, par exemple, si on reprend l'exemple du Bellamy, prendre les sourcils, on va prendre l'auteur du front, les cheveux, on va tout décomposer, en fait. On va tout décomposer, et en fait, on se pose la question de savoir si, à ce stade de l'analyse, il y a bien une reprise des éléments formels, ce qui est encore une question d'amont. Voilà. Donc, ce que je veux dire, avant même d'envisager les exceptions, le data mining, s'il faut payer, vers quel système il faut payer, il faut quand même se poser la question qui est quand même centrale, qui est de savoir si au stade de l'apprentissage, il y a bien effectivement une exploitation au sens du droit d'auteur. Personnellement, je n'en suis pas certain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais sur le point de vue du droit d'auteur et de ce qu'est le droit d'exploitation, je ne suis pas évident qu'il y ait vraiment un problème d'exploitation. Voilà. Par contre, il y a peut-être un problème d'accès aux images, d'accès au texte, et là, je vais laisser parler mon cher confrère. Merci beaucoup. Oui, alors moi, je vais donner une perspective qui est pratique, puisque je suis associé d'un cabinet qui conseille exclusivement des entreprises technologiques. Donc, en fait, on fait ça toute la journée. Et naturellement, il y a beaucoup de clients qui s'interrogent sur ce genre de questions en construisant des outils. Je pense que la première chose à rappeler, c'est que c'est un outil. On parle d'une technologie, on ne parle pas de quelqu'un ou d'une société qui ferait une chose. C'est-à-dire que on parle d'une manière de faire et en fait, d'un programme informatique qui permet d'arriver à un résultat. Et ce résultat, en fait, il dépend de plein de choses. Pierre-Carl l'a bien montré, de la manière dont, déjà, il dépend de l'outil, ensuite, il dépend de la question qu'on lui pose, enfin, du prompt, de ce qu'on lui demande. Ensuite, il y a plein de variantes. Et ensuite, vous pouvez combiner plusieurs outils. C'est-à-dire que là, on prend un exemple d'image, mais il y a l'exemple de David Guetta qui a fait une chanson donc, en demandant à plusieurs IA de faire quelque chose. Donc, faire des vers dans le style d'Eminem, ensuite demander à une autre IA de le chanter en imitant sa voix, et lui l'a intégré dans sa propre chanson. Et donc, en fait, ça fait quelque chose qui est d'une nature juridique très particulière. Mais ça, c'est, disons, la première chose. On parle d'une technologie. Donc, en fait, on parle aussi d'une technologie qui est très différente de ce qui existait avant. Jusqu'à présent, les algorithmes, même complexes, qui reconnaissaient des images, en fait, étaient entraînés sur la base de qu'est-ce que c'est que telle chose. Donc, en fait, on apprenait à la machine à dire, il y avait des normes, c'est-à-dire qu'une voiture, il y avait des roues, il y avait à peu près tel genre de proportion. Et en fait, après, on entraînait la machine sur la base de milliers et de millions de photos de voitures pour qu'en fait, à la fin, elle puisse reconnaître une voiture ou potentiellement en générer une. Là, la situation est un peu différente. Je pense que Pierre-Carl pourra peut-être nous en dire plus d'un point de vue technique. Mais là, on s'éloigne de ce que c'est que les caractéristiques de la voiture pour en fait permettre à cette technologie de faire une voiture, c'est pas in abstracto, mais c'est sur la base de ce qu'elle sait. Et en fait, sur la base de ce qu'elle sait, c'est qu'est-ce qu'elle a pu observer et qu'est-ce qu'elle est entraînée à regarder. Et là, il y a donc la question de est-ce que ce qu'on regarde, on l'exploite, ce que disait mon confrère. Et ensuite, il y a la question de qu'est-ce qu'on regarde. Donc, quelle est la donnée source? Qu'est-ce qui nourrit l'apprentissage de la machine? Et là, il y a deux grandes familles de raisonnement. Il y a c'est ce que nous, on fait enfant. On le fait juste sur une échelle de temps beaucoup plus longue et en fait avec beaucoup moins d'images. Mais quand vous allez au musée, vous entraînez votre œil à regarder un certain nombre d'œuvres pour peut-être faire naître chez vous une sensibilité, des courants d'inspiration qui vous conduiront peut-être à créer quelque chose de proche, de différent, de vous inscrire dans un courant. Ça, c'est, disons, la première chose qui est ce qu'on considère être l'apprentissage humain. Et en fait, la machine fait quelque chose qui ressemble à ça. Et ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce que la machine va aller un peu plus loin? Donc, en fait, là, ça dépend soit des prompts, soit de la manière dont la technologie fonctionne. Mais c'est pas pareil de prendre une image et de l'adapter que de faire naître un robot derrière une table à une époque où il n'y en avait pas. Donc en fait, il n'y a a priori pas de représentation
de cette scène à l'époque intéressée. Donc ça, c'est vraiment deux choses pour vous faire un peu toucher du doigt peut-être des variantes. Et en fait, pourquoi est-ce qu'un juriste comme nous, enfin, pourquoi des juristes comme nous et puis même des techniciens se posent des questions, et pourquoi est-ce qu'en fait la question n'est ni neuve, mais en fait elle a une magnitude très différente aujourd'hui. Pour aller un tout petit peu plus loin dans les données sources, en fait, c'est pas la première fois que la question se pose. C'est-à-dire que les bases de données, ça existe depuis que l'informatique existe, et en fait, ça ne cesse d'augmenter. Les bases de données, elles sont constituées d'éléments. Soit, en fait, ce qui est important, c'est la manière dont vous l'organisez et la manière dont vous la constituez. Et donc, en fait, vous avez des droits sur cette architecture qui vous a coûté des investissements, qui vous coûte de la maintenance, qui vous coûte plein de choses. Et donc, en fait, c'est l'infrastructure technologique, l'infrastructure de la base de données. Donc là, il y a un premier élément de réflexion. Et ensuite, il y a un deuxième élément qui est, est-ce que ce qui est dedans est protégé? Est-ce que ce que vous regardez, ce que vous exploitez est protégé? Là, à nouveau, le procès Stable Diffusion contre Getty Images est intéressant parce que Getty prétend que Stable Diffusion a pillé sa base de données d'images protégées. Donc eux-mêmes ont acquis auprès de titulaires de droit. Et donc à ce titre-là, en fait, les robots de Stable Diffusion auraient appris de manière illégale parce qu'ils n'auraient pas payé ce qui aurait dû être payé pour apprendre. Et ça, en fait, c'est pas que les images, c'est tout, c'est du texte. Et en fait, de manière générale, tout ce qui est accessible via Internet, soit est public, soit est protégé. Donc là, on peut déjà faire une grande distinction entre les informations qui nécessitent, disons, la création d'un espace ou le paiement d'un abonnement. Là, il y a quelque chose qui est public, pas public. Donc Google Images, c'est très facile pour un robot de se promener et de regarder des millions d'images. Se connecter à une base de données type Getty et en fait de faire des requêtes sur la base de données et en fait de regarder toutes les images, c'en est une autre. Donc là, à nouveau, pour vous faire toucher du doigt la distinction et les variations qui peuvent exister entre des types de données sources. Et il y a un outil en droit français qui est très intéressant, qui est un peu unique, qui est le droit des producteurs de bases de données. C'est-à-dire qu'en fait, en droit français, on donne un droit à ceux qui construisent des bases de données et qui investissent du temps, de l'argent et des ressources à la création de cette base. Et on pourrait se demander si ça ne ressemble pas à la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, à nouveau, je reviens sur ce que je disais initialement, c'est une technologie. Ce n'est que du code informatique qui va faire quelque chose, et c'est ça ce qui est fascinant, et c'est ça ce qui, moi, à titre personnel, me fascine et me passionne, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer qui va apparaître. Vous pouvez très bien demander de faire une adaptation d'une image que vous connaissez et en fait vous allez reconnaître. En revanche, vous pouvez poser une question ou demander à créer un univers que vous ne pouviez même pas imaginer et qu'on va vous proposer. On va vous en proposer plusieurs variantes. Vous pouvez faire itérer plusieurs fois la machine et en fait créer des choses très nouvelles. Donc ça, c'est vraiment des points un peu clés sur les données sources sur lesquels je voulais revenir. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je serais ravi d'apporter d'autres éléments si nécessaire. Alors peut-être au-delà de cette régulation juridique, notamment par le droit des producteurs de bases de données, est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions qui sont mises en place par ces producteurs de bases de données, par ces éditeurs, pour venir finalement limiter ce scrapping et l'accès à leurs données? Alors peut-être, Jean-Marc Deltorne, vous avez une visibilité sur ce qui peut être fait techniquement et les modes de protection qui sont mis en place? Sur les aspects techniques, alors bonjour à tous déjà, merci d'être là si nombreux. C'est très agréable de voir un public intéressé par les questions de droit d'auteur et d'intelligence artificielle, bien sûr. Donc sur les questions d'accès et donc peut-être en combinaison entre la technique et le droit, il y a effectivement des enjeux qui se nouent aujourd'hui et qui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Arthur, il y a aussi le législateur européen s'est intéressé à la question. Il a bien vu l'importance aujourd'hui de ne pas fermer la porte finalement à des usages qui deviennent de plus en plus communs et importants pour l'industrie aussi, de se saisir de ces données pour les utiliser peut-être à certaines fins. Donc au niveau strictement juridique, mais on va voir que finalement la jonction avec la technique est très naturelle aujourd'hui. On est dans un univers évidemment très algorithmique, donc ces questions se rejoignent. Finalement, le législateur a dit, écoutez, on veut quand même encourager un certain type d'usage, notamment pour l'extraction d'informations. C'est-à-dire cette idée qui a été relevée par Jean-Michel juste avant, finalement d'exploitation. Qu'exploite-t-on vraiment quand on accède à ces données ? Je parle d'un accès licite, en l'occurrence. On lit les données sur Internet, vous les avez dans votre navigateur, vous les avez copiées temporairement dans la mémoire cache, la mémoire vive de votre machine.
Il n'y a pas forcément reproduction, et donc il y a des exceptions qui s'appliquent strictement à ce petit moment dans lequel vous faites une reproduction licite. Donc on comprend bien que le législateur prend en considération l'évolution technologique, mais aussi les besoins de l'industrie. Et donc en termes d'accès, on nous dit aujourd'hui, au terme d'une nouvelle directive transcrite en droit français, qu'il y a 2 nouvelles exceptions qui permettent donc de permettre la fouille de données. La fouille de données, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se saisir de cette cohorte, de cette immensité, ces milliards de données disponibles sur l'Internet, ces images de Google Images, et si les fins sont jugées licites, par exemple à des fins de recherche, alors on ne peut pas finalement nous interdire d'exploiter le contenu informationnel. Pas les images en tant que telles, mais le contenu informationnel. Faire des corrélations. Regardez comment finalement les images se comparent, ou le contenu de ces images, d'autres données, se comparent les unes aux autres, et d'en tirer peut-être des formes de règles dans un espace paramétrique, celui des réseaux de neurones, qui permettent après peut-être de déduire des tendances, peut-être de faire des analyses, d'exprimer finalement un travail second qui n'est pas directement calqué sur l'usage, l'exploitation des images produites par les auteurs en tant que telles. Donc ça, le législateur a dit un article 3 qui nous permet, à l'échelle européenne, dans la directive que j'évoque, d'autoriser complètement ce type d'usage à des fins notamment de recherche. Et puis il permet aussi à des usages commerciaux si l'auteur ne saisit pas cette opportunité pour dire non, à une sorte d'opt-out. Donc l'auteur d'une œuvre mise à disposition du public a le droit d'interdire certains types d'usages, mais s'il ne le fait pas, eh bien on va considérer que pour cette finalité de fouille, attention, pas n'importe quoi, de fouille d'exploitation d'un contenu informationnel, alors on peut aussi travailler sur ce corpus très vaste pour l'exploiter à des fins, y compris commerciales. Donc là, la responsabilité incombe au titulaire, à l'auteur par exemple, de dire non. Alors comment on dit non en pratique? On dit non avec des moyens techniques, finalement. Plus ou moins, on peut dire non avec des moyens juridiques, bien sûr, un contrat, une licence, etc. Mais comment ça s'exprime en pratique, puisque le mot robot a été évoqué par Pierre Karl juste avant? C'est des machines qui parlent aux machines aujourd'hui, ce n'est pas des humains qui demandent l'autorisation. C'est des intermédiaires techniques qui vont se connecter finalement à cet intermédiaire, au nuage, à l'Internet, pour finalement se saisir de ces données. Donc on inscrit dans les pages Internet des petits messages, des métadonnées qui vont dire no robot, je ferme la porte à tout robot, ou j'interdis certains types d'usages. Et on voit déjà cette possibilité être mise en œuvre justement pour certains auteurs, donc interdisant l'usage de leur matériel protégé, donc à des fins de fouille, y compris si les usages sont commerciaux. Sinon, on n'a pas le droit d'interdire. Donc première formalité très simple en l'occurrence, même si elle est technique, elle est très élémentaire, pour dire non à certains usages. Alors après, on peut aller beaucoup plus loin s'il ne s'agit pas simplement de fouille, puisque finalement là c'est un petit cas de niche, mais véritablement si on veut interdire. Comment interdire? Alors il y a des moyens techniques qui permettent aujourd'hui peut-être d'imaginer pas forcément fermer la porte complètement, puisque c'est compliqué finalement. Ce matériel digital, on voit bien qu'on peut se l'approprier, on est tous un petit peu des pirates, de toute manière, jour le jour finalement. On se l'approprie sans trop se poser de questions, mais on peut peut-être aujourd'hui imaginer des moyens de traçabilité. Et là, c'est un vrai domaine de recherche très actif aujourd'hui qui vise, par exemple, à créer une sorte de causalité, de chaîne de causalité entre le moment où l'image est captée par nous tous, le moment où elle est transformée par un modèle d'inférence, un modèle génératif, tous ces modèles de diffusion latente que Pierre Karl a exposés, par exemple, ou d'autres, et qui viennent, en fin de compte, permettre de créer de nouvelles images. Alors dans cette chaîne de transformation, vous voyez, qui peut être assez algorithmiquement complexe et lourde, on part évidemment de données produites essentiellement par des humains, et je pense qu'il faudra y revenir, c'est très important, cette dimension, ce particularisme, cet essentialisme, je ne vais pas aller trop philosophiquement dans la question, mais enfin de la caractéristique humaine des sources. Ceci étant dit, on peut y apposer des éléments, des signaux, on parle de stéganographie, de filigranage, mais enfin c'est des formes un petit peu techniques, et c'est un vrai domaine de développement dans lequel on vient inscrire dans la source première finalement des petits signaux qui vont persister tout le long de cette chaîne de transformation. Alors, bien sûr, comme le signal va être transformé à l'intérieur d'un modèle d'inférence, on pourrait dire on va perdre cette information. Mais aujourd'hui, on est en train d'imaginer des solutions qui vont, d'une certaine manière, bloquer, empêcher le système
ou désinciter le système, le modèle d'inférence, de s'entraîner sur cette image particulière. C'est-à-dire, si on génère un bruit d'un certain type qu'on injecte dans l'image, le système va être un petit peu embêté quand il va falloir apprendre à partir de cette image. Donc en faisant ce genre d'opération, les créateurs de ces systèmes, qui sont en cours de développement, imaginent pouvoir donner l'opportunité à tout un chacun d'entre nous, sous un format strictement technique pour le coup, en imposant cette sorte de substrat de bruit d'un type très particulier dans vos données, finalement d'empêcher que ces données soient utilisées dans des modèles d'inférence d'un type particulier. Donc là, c'est une solution très technique, mais qui peut avoir son intérêt. Effectivement, il y a beaucoup de développement en cours, c'est un univers très riche, où le droit, finalement, en imposant ces contraintes, en termes de droit d'auteur notamment, vient aussi pousser d'une certaine manière la technologie à évoluer et à s'enrichir. Je vous remercie beaucoup. Tout à l'heure, Arthur, vous avez dit que quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer va apparaître. Quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer si on est au stade du droit d'auteur pur. L'œuvre se caractérise par son originalité et par l'empreinte de la personnalité de son auteur. Et du coup, quelle est cette chose que l'on ne pouvait pas imaginer? Est-ce qu'elle a une qualification juridique et est-ce qu'elle existe aujourd'hui, juridiquement? Alors, peut-être deux éléments. L'œuvre, donc, vous avez rappelé ce que c'était. La machine, en droit, n'est pas titulaire de droit. C'est-à-dire qu'elle peut créer, il est reconnu, il y a de la jurisprudence, ça changera peut-être dans le futur au regard de développement de ces algorithmes complexes, mais aujourd'hui, une machine n'est pas titulaire de droit sur ce qu'elle peut créer ou générer. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a toujours eu des instruments utilisés par les humains pour créer des choses. Donc le pinceau, et plus récemment des machines, des imprimantes, des machines de 3D. Donc en fait, il y a de la jurisprudence aussi à nouveau, notamment sur les sculptures de Renoir. C'est est-ce que en fait, on reste auteur de quelque chose qui a été exécuté par quelqu'un d'autre ou en partie. Donc disons que l'instrumentum ne va pas vous priver de votre qualité d'auteur. En revanche, la machine ou l'instrument ne peut pas lui être titulaire aujourd'hui. Donc ça, c'est deux éléments importants pour répondre à une partie de la question. La technologie, encore une fois, aujourd'hui n'est pas titulaire de droit. Donc, pour reprendre Midjourney ou Stable Diffusion, a priori, ils ne sont pas auteurs des images qui sont créées. Ça reste une question intéressante. La deuxième chose, et ça pour répondre à ce qu'on n'avait pas pu imaginer, je pense que ça fait partie aussi d'une des raisons pour lesquelles il y a autant de collectifs d'artistes IA qui existent, c'est fascinant. Et donc ça questionne notre humanité, ça questionne notre rapport aux choses, ça questionne aussi évidemment la construction intellectuelle, quel droit, parce que le droit n'existe pas sauf dans nos esprits et dans les règles qu'on se fixe pour vivre ensemble, mais c'est intéressant parce que ça vient vraiment aux confins de ce que c'est que la création, qu'est-ce qui est une création, qu'est-ce qui n'en est pas une. Et donc qu'est-ce que c'est que cette chose nouvelle qui apparaît? Moi, j'aurais tendance à dire que l'auteur, donc celui qui fait l'instruction, peut être très créatif dans la manière dont il le fait. Et l'utilisation du prompt peut être en fait un auteur, toute personne pourrait faire œuvre créatrice en utilisant la machine. Aujourd'hui, il y a un cas que je vous soumets qui existe, et d'ailleurs les décisions sont publiques parce que c'est une décision américaine, mais c'est une bande dessinée qui s'appelle Zarya of the Dawn, donc tout le texte et l'histoire a été créé par l'autrice. Les images ont été générées grâce à Midjourney. Et donc il y a toute une question de est-ce que cette autrice est titulaire de l'intégralité des droits sur son œuvre? Oui, non. Au début c'était oui, ensuite il y a une décision non. La dernière décision de l'Office américain en février dernier, c'est les images ne sont pas protégées. En revanche, ce qui est protégé, c'est l'agencement général d'éléments non protégés. Et donc en fait, cette autrice a des droits sur sa bande dessinée parce que c'est l'architecture globale et sa personnalité transparaît dans les retouches qu'elle a fait sur Photoshop, le type de couleur, le type d'univers, l'histoire. Et donc l'ensemble devient protégé. Donc ça fait appel aussi à plein de choses qui existent en droit français. Les œuvres composites ou les œuvres collectives, ou en tout cas il y a des espèces il y a déjà des formes en droit d'œuvres complexes composées d'éléments non protégés dont l'ensemble est protégeable. Et ça fait aussi écho un peu à ce que je disais sur le droit des producteurs de données. Donc c'est l'architecture globale qui est protégée ou protégeable. Donc voilà, ça c'est ce que je dirais, mais je suis sûr que comme toujours en droit, il y a autant d'avis que de juristes. Donc je serais ravi
ou mettre l'avis technique. Peut-être que ce que je dis est une aberration technique. Je vais juste compléter, Arthur, sur ce que vous avez souligné. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, je pense qu'il y a deux questions qui sont vraiment bien distinctes. Qui est la question 1, de savoir s'il y a une œuvre de l'esprit. Et puis ensuite, de savoir effectivement à qui on va reconnaître éventuellement cette œuvre. En ce qui concerne de l'œuvre de l'esprit, comme vous le savez, en fait, une œuvre de l'esprit en droit d'auteur, ça nécessite une intervention humaine. Et bon, c'est d'ailleurs un trait de tous les droits de propriété intellectuelle, d'ailleurs. Et il y a encore 2-3 ans, tout le monde, et moi le premier avec Michel Vivant, dans notre précis d'Alloz, on avait écrit qu'évidemment, il n'y avait pas d'intervention humaine et qu'il ne pouvait pas y avoir de droit d'auteur. Enfin, et en fait, on s'est focalisé sur des choses, à mon avis, qui étaient intéressantes philosophiquement, mais qui n'étaient pas vraiment l'enjeu du débat. Par exemple, sur la conscience du processus créatif, on s'était dit, mais est-ce qu'une machine a une conscience du processus créatif ? Mais d'abord, est-ce qu'on a besoin d'avoir une conscience du processus créatif en matière de droit d'auteur? Est-ce que Jimi Hendrix, qui était sous acide du soir au matin, on va lui dénier, je dirais, le fait qu'il ait réalisé une œuvre musicale? Est-ce qu'on va lui demander de délivrer un certificat médical pour dire qu'il était bien conscient quand il a créé? Bon, voilà, donc ça nous amène quand même des discussions intéressantes, mais qui sont un peu à côté de la plaque, il faut bien le reconnaître. Donc en fait, une fois qu'on s'est beaucoup excité là-dessus, qu'on a regardé la jurisprudence sur le selfie du singe en disant, ben non, l'intervention humaine, c'est pas l'intervention de l'animal, qu'on a considéré la jurisprudence du Copyright Office sur ces questions. On en est aujourd'hui à une position qui est effectivement, à mon avis, plus saine, qui est comme l'a très bien souligné Arthur, qui est de se dire, en fait, c'est un outil dont on pourra éventuellement se servir, et l'intervention humaine, eh bien, elle va se situer à différents stades. Et d'ailleurs, Jean-Marc a été un des premiers, même dans les questions d'apprentissage, et puis au niveau du moteur d'inférence, à rappeler que même dans tous ces niveaux, il y avait effectivement une intervention humaine pour nourrir, de donner l'apprentissage, pour corriger. Enfin, voilà, une machine qui crée par elle-même, c'est intellectuellement excitant, si vous voulez, ça fait un peu science-fiction, mais c'est pas vraiment la question. Or, aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut très bien avoir une intervention humaine à partir, effectivement, d'une intelligence artificielle, et on a de la jurisprudence sur ces questions avec le logiciel, j'ai en tête une jurisprudence très intéressante sur des photographies satellitaires, et c'était des photographies de satellites qui étaient faites de manière automatique, mais qui étaient retouchées, retravaillées ensuite par l'homme, où il y a bien l'intervention humaine qui pourrait effectivement être créative. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, on a un débat un peu plus simple, mais un débat qui n'est pas simple, hein, parce que si on prend l'exemple des prompts, est-ce que effectivement les prompts vont révéler des choix créatifs ? Alors on va dire, bah non, allez dire, faites-moi une image en utilisant un texte de Kerouac et puis une image de Andy Warhol, ça ne va pas être créatif. Mais oui, mais bon, dans le cas de la publicité, lorsque vous avez des briefs d'un directeur artistique qui dit à quelqu'un, tu fais ça dans le style de ça, est-ce qu'on est vraiment à des années-lumière d'un prompt ? Et donc là, on va avoir des questions qui sont, à mon avis, tout à fait intéressantes. Voilà, donc je pense qu'on a un peu abandonné le débat un peu théorique, philosophique, très intéressant, de savoir s'il y a une intervention humaine. Et maintenant, on va caractériser l'intervention humaine, pas simple, mais tout à fait intéressant. Je peux peut-être juste compléter un petit peu, moi, plutôt du côté des usages, justement, parce que je pense que les deux choses se rapprochent complètement. Et je pense que la réalité aussi, c'est qu'on a différentes cultures de ce qu'est une œuvre en réalité, dans les personnes qui utilisent l'IA aujourd'hui. Et clairement, bon, il y a la majorité des usages, je pense, c'est des gens qui ne tiennent pas à faire œuvre en réalité. Ils sont juste là pour s'amuser, générer des choses, les partager sur les réseaux. Quelque part, eux-mêmes, ils sont un peu dans une démarche de participer à une sorte de grande culture collective. Et ils font ça de manière relativement gratuite, juste un prompt rapide. Je pense qu'ils ne sont même pas dans une démarche de se revendiquer artistes. Après, je pense qu'il y a effectivement ces collectifs d'artistes que je mentionnais à la fin. Eux, ils sont dans une démarche clairement de revendiquer leur œuvre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'eux, à l'origine, venaient plutôt du milieu des artistes numériques. Donc des milieux un peu qu'on peut voir, tous ces gens qui font notamment le design 3D, qui font des jeux vidéo aussi, des choses comme ça. Donc c'est de ce milieu-là. Mais spontanément, depuis un an, ils sont complètement déplacés et maintenant ils sont vraiment dans le milieu de l'art contemporain. Et je pense que c'est lié au fait que la manière de revendiquer artiste, la manière d'invoquer aussi une statut d'œuvre, elle est beaucoup plus facile dans le monde de l'art contemporain, où la question c'est plutôt de comment communiquer. On peut avoir un bidet qui est une œuvre d'art, typiquement, bah, pourquoi pas justement ce type d'œuvre, du coup peut devenir œuvre, être instauré œuvre et circuler en tant qu'œuvre. Donc je pense que c'est une première chose. Et deuxième chose, effectivement, je pense que ce qui change aussi depuis un an, c'est la complexification
de l'outillage qui est mobilisé pour créer ces instruments-là. Et là, je pense que c'est lié au fait que ces techniques commencent à maturer. On a aussi des techniques que je n'ai pas mentionnées. Par exemple, il y a ControlNet qui permet de dire exactement, OK, voilà comment les bras, les jambes doivent être disposés et ainsi de suite. On commence à voir arriver aussi des vidéos générées aussi. Et là, à nouveau, dans un cadre vraiment de direction artistique en réalité. Et je pense que c'est difficile de nier qu'on est face à des œuvres composites qui peuvent avoir une signification. Donc, je pense qu'il y a ces différentes injonctions. Et puis, j'en profitais également pour répondre à l'autre question qui a été mentionnée juste avant sur la question du droit moral, qui je pense est quand même très intéressante. Parce qu'au tout début en fait, de cette vague d'œuvres générées au début d'août, on s'est rendu compte qu'il y a des artistes numériques pour lesquels c'était beaucoup plus facile de faire des œuvres intéressantes. Notamment un qui s'appelait Greg Rutkowski, qui est un artiste polonais, qui fait des œuvres de fantasy, et qui a un style à la fois à lui, mais quand même relativement dérivatif. Et il était archi-utilisé. Il était dans le top des prompts. Tout le monde utilisait by Greg Rutkowski, pas parce que les gens aimaient ses œuvres, mais parce que en fait, ça donnait un cachet en fait, à ces œuvres générées. Et du coup, le pauvre, dès qu'il tapait son nom sur Google Images, il y avait plein d'œuvres générées. Donc là, je pense qu'on est quand même dans un cas aussi qui est, et ça rebondit aussi sur la question même du domaine public, parce que j'ai vu des cas aussi de peintres anciens, et pareil, une image générée est apparue dans Google Images à son nom, et là, ça pose quand même vraiment des questions. Et je pense que la réponse, ça peut être par la traçabilité, clairement. C'est-à-dire qu'on a besoin, finalement, de dire clairement, et je pense que c'est aussi des codes qui doivent ça. C'est pas seulement une question technique, je pense que c'est une question sociale, finalement, de créer des incitations à dire OK, vous avez créé cette image par une IA, vous devez le déclarer d'une certaine manière. Peut-être que l'indexation doit aussi être repensée par rapport à ça pour bien distinguer clairement, OK, on n'est pas dans le cas d'une œuvre créée par l'auteur, mais d'une œuvre inspirée par l'auteur. Donc, non figurant dans le prompt, c'est pas pour autant que c'est l'auteur lui-même. Donc, bon, c'est encore une autre série de questions, mais là, je pense que le procès Getty Images, il est quand même en partie fondé là-dessus. C'est-à-dire le fait qu'il y a le logogramme Getty qui apparaît dans les œuvres générées de Stable Diffusion, et ils ont invoqué le droit des marques pour dire ça nous porte une pénalité, parce que du coup, ces images qui vont être générées en vrac, on va croire que c'est du Getty, alors qu'elles ne sont pas toujours très bonnes, et ça nous pénalise notre image commerciale. Donc je pense qu'il y a aussi cette question-là qui rebondit. Juste si je peux rebondir sur le droit moral, puisque finalement c'est une question passionnante en fait, qui est parfois éludée. On passe beaucoup de temps sur la partie économique, mais bon, finalement, une des fonctions, et en particulier dans notre droit continental, de droit d'auteur tel que nous le concevons en France en particulier, on donne une place parfois considérée comme exorbitante à ce droit moral, et on l'oublie un petit peu parfois, y compris dans l'univers du logiciel. Vous savez que le logiciel, c'est aussi protégé par le droit d'auteur, et la seconde affaire, la seconde affaire collective qui est portée par le même avocat, Buterik, donc qui s'occupe de l'affaire Getty contre Stable Diffusion, a aussi intenté une affaire contre Microsoft, qui est le propriétaire de GitHub, qui est une plateforme de partage de programmes, et qui a développé un outil de complétion de programmes informatiques. On fait des petits programmes en Python, par exemple, tout le monde fait ça, beaucoup de gens font ça, et le programme nous propose de compléter, finalement, au fur et à mesure qu'on écrit, le code qu'on est en train de produire. Alors, si vous utilisez ChatGPT, c'est très facile aujourd'hui de demander à ChatGPT de coder pour vous. Et si vous posez bien le prompt, il y a un élément, à mon avis, extrêmement important de guidage, finalement, du logiciel ChatGPT par la manière dont vous, finalement, posez le problème, eh bien, le problème trouve sa solution. Et le code vous est proposé et fonctionne en général très bien. C'est extrêmement pédagogique. Si vous avez à apprendre à Python, utilisez ChatGPT aujourd'hui. Mais ceci dit, le code, enfin le logiciel, peut aussi reproduire des éléments considérés comme originaux, des éléments logiciels pour lesquels, finalement, soumis à licence, par exemple, parfois très permissive, mais qui n'obèrent pas pour autant le droit moral de l'auteur à se voir reconnaître la paternité, la maternité, l'attribution de ce code premier. Alors ça, c'est complètement éludé par les systèmes informatiques pour des raisons très techniques. C'est compliqué. C'est compliqué de faire la traçabilité, je dirais, des sources, comme ça a été proposé par Pierre Carl tout à l'heure avec cette histoire d'attribution, stable attribution, ça ne marche pas vraiment si le logiciel intermédiaire, l'algorithme d'entraînement n'a pas été pensé avec cette fonctionnalité en tête. Or, c'est très très compliqué, on y travaille en ce moment avec des équipes un petit peu partout pour essayer justement de faire qu'on puisse identifier à partir d'un produit les sources les plus significatives qui ont contribué à sa genèse. Ça serait très utile finalement, parce qu'on pourrait nous dire dès lors de qui vous êtes-vous inspiré d'une certaine manière pour produire cet objet.
Alors ça peut être aussi un moyen de faire de vigilance et de dire faites attention, si vous êtes saisi de tel et tel objet, alors voyons quels droits sont attachés à ces objets. Est-ce que c'est libre de droit? Est-ce qu'il y a des droits moraux? Est-ce que c'est soumis à d'autres formes de contraintes, etc. pour bien les valider, en prendre compte. Donc ça, c'est une complexité intrinsèque qui a été bien relevée par cet avocat américain en disant, regardez, quand vous produisez vos codes avec GitHub Copilot, vous ne prenez pas du tout en compte les droits moraux, le droit d'attribution des auteurs, des logiciels, des œuvres premières, si vous voulez. Et donc c'est quelque chose effectivement d'important qu'on a tendance à par enthousiasme de geek, parce que les codeurs qui font les plateformes sont portés, sont souvent surpris de l'efficacité de leur modèle. On l'a vu avec les transformers, enfin toute une génération en fait sur laquelle on s'appuie aujourd'hui pour ChatGPT en particulier pour faire des grands modèles de langage et autres. On a été très 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 surpris il y a quelques années, en 2017-2018, de l'efficacité de ces systèmes. Et parce qu'on n'a pas un modèle théorique qui vient les encadrer. Donc ça marche très bien. Et effectivement, les informaticiens ne sont pas toujours au fait des arcanes, des méandres juridiques. Et donc du coup, déploient leur modèle le plus vite possible parce que c'est fun, parce que ça marche, et parce que c'est enthousiasmant. Donc il y a un vrai problème effectivement de traçabilité et d'identification justement de ces droits qui continue à se poser aujourd'hui avec ces nouvelles formes d'œuvres pour lesquelles évidemment on voit un élément d'inspiration. Alors le droit d'auteur ne protège pas le style, il faut être très prudent avec ça. C'est pas du périmètre du droit d'auteur de contraindre finalement les créateurs à un domaine stylistique, enfin de les empêcher d'explorer un domaine stylistique. Donc là, c'est une notion aussi, le droit d'auteur protège la reprise d'éléments originaux d'une œuvre particulière. Donc on va regarder une œuvre particulière, on va voir si cet élément est reproduit dans l'œuvre seconde, et on va faire une sorte d'appariement entre ces deux choses. Si l'œuvre première, l'élément repris est original, c'est-à-dire qu'il a fait l'objet de choix libres et créatifs, pour reprendre un peu un mantra européen, eh bien alors peut-être qu'effectivement il y a une contrefaçon. Enfin, il y a contrefaçon si ce n'était pas autorisé. Voilà, donc juste une petite remarque en passant. Est-ce que je peux rajouter trois remarques, mais pour s'éloigner un tout petit peu du sujet, parce que ça fait quoi ce que vous venez de dire et ce que disait Pierre-Carl? Le premier, c'est qu'en fait, ça pose la question de l'auditabilité des algorithmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de plein de choses, mais sauf à ce qu'il y ait des... Parce qu'en fait, encore une fois, la mécanique juridique, c'est une mécanique intellectuelle. Pour le voir dans des dossiers, c'est qu'est-ce qu'on est capable de prouver devant une juridiction, in fine. Et en fait, qu'est-ce qu'on est capable de démontrer face à une autorité. Et ça pose en fait la question de la logique judiciaire, ou en tout cas administrative et de contrôle. C'est qu'est-ce qu'on est capable de montrer pour se protéger, ou qu'est-ce qu'on est capable de prouver pour attaquer. Et le cas du filigrane Getty sur une image, ça c'est évident, ça saute aux yeux, c'est simple. En réalité, il y a beaucoup de cas où en fait on ne voit rien, et où en fait vous êtes dans la capacité de faire valoir vos droits. Et l'État, et ça je pense que c'est un truc à garder à l'esprit, c'est que l'État ne se met pas en mesure de contrôler ce qui se passe. Et il n'y a pas de stratégie, ou en tout cas ma perception, c'est qu'il n'y a pas d'ambition de réguler ou de régulation à grande échelle avec beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de ressources, beaucoup de juristes en capacité d'aller challenger ces grandes entreprises très puissantes. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait porter préjudice, disons, à la sphère de régulation dans le futur, parce qu'en fait, une fois que vous êtes distancé, vous n'êtes plus en mesure de comprendre, et ce sont des entreprises privées qui vont fixer leurs propres standards, fixer leurs propres pratiques. Aujourd'hui, on voit bien la place qu'a pris le fair use américain, juste parce que, en gros, les réseaux sociaux sont essentiellement américains, et donc en fait, les règles de droit d'auteur sur YouTube, en fait, c'est surtout le fair use, parce que c'est comme ça que se passe la plateforme, alors même que vous pourriez avoir peut-être plus de droits en droit français. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a des droits qui ne sont pas du droit d'auteur, mais qui peuvent être très utiles à mobiliser, qui sont en fait beaucoup plus actionnables que le droit d'auteur, où en fait on a des discussions assez intéressantes entre juristes, entre techniciens, mais dans la mise en œuvre qui sont limitées. Je citerai deux exemples. Le premier, c'est la responsabilité des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, le web est indexé et on voit le web par le biais des moteurs de recherche. Ces moteurs de recherche ont une responsabilité dans la manière dont ils pondèrent, dont ils classent les informations. Et donc, en fait, l'exemple que tu prenais sur en gros cet artiste polonais qui se fait inonder d'œuvres qui ne sont pas les siennes, ou en tout cas de choses qui ne sont pas les siennes, mais qui sont rapportées et raccrochées à lui. Il pourrait y avoir une manière de déprioriser, ou en tout cas de pondérer différemment des images issues de IA générative par rapport à des choses qui sont issues d'une photographie de l'intérieur de quelqu'un, ou d'une photographie issue de l'auteur. Donc on pourrait imaginer que le moteur de recherche pourrait avoir un rôle à jouer sur comment est-ce que sont classées, hiérarchisées les informations. Et troisième
petite note pas de côté sur notre thème, c'est le droit des données personnelles. Encore une fois, ça c'est un droit qui est très puissant, qui en fait est sous-utilisé aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard que la CNIL italienne, suivie ensuite par d'autres autorités, se sont intéressées à ChatGPT sous cet angle-là. Parce qu'en fait, c'est un axe évident et très actionnable juridiquement, avec des voies de droit qui sont à définir, mais donc en fait où il y a beaucoup de place pour les régulateurs, et les régulateurs pourraient prendre beaucoup plus de place. Parce que, encore une fois, quand vous dites un prompt pas en disant on s'inspire de X, c'est pas la même chose de dire photo de Y qui fait ceci. Et là, ça peut avoir aussi un lien avec le droit moral, où en fait il peut être difficile à actionner sous l'angle du droit, disons, de la propriété intellectuelle, mais où d'autres droits périphériques pourraient être aussi très puissants. Ah, vous avez utilisé mon image, sans même aller sur la personnalité, le droit à l'image lui-même, mais vous avez utilisé une donnée qui m'est personnelle, et vous pourriez avoir tout un tas de droits à ce titre-là, et donc en fait faire valoir vos droits de manière assez efficace devant plusieurs régulateurs. Voilà, c'était les 3 pas de côté que je me suis permis sur le thème. Peut-être avant de revenir à la question finale, donc les droits d'auteur sont-ils menacés par l'IA générative ? On pourrait s'interroger, alors on a choisi en concertation d'avoir un thème qui est assez ludique, qui est celui de l'image. Toujours est-il qu'au titre des œuvres de l'esprit, il y a énormément d'autres choses, en ce compris par exemple les thèses qui sont réalisées, les mémoires d'études et autres. Moi ce que j'ai entendu, c'est que finalement, il n'y a pas de fait une exclusion de la qualité d'auteur à une personne qui viendrait utiliser des prompts, guider l'utilisation du logiciel pour générer une œuvre en utilisant un outil d'intelligence artificielle. Mais à ce moment-là, la personne, l'étudiant en retard, qui veut finir sa thèse en urgence et qui va utiliser ChatGPT, qui va guider le logiciel de manière à obtenir un résultat attendu, est-ce qu'il va être auteur de sa thèse ou est-ce que c'est un escroc ? Je vais répondre très rapidement, mais je pense que la problématique elle est un peu la même que pour les images. Je pense que ce qui ressort comme dans la discussion, c'est qu'à la fois il peut y avoir un droit d'auteur, mais il n'est pas de droit comme ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui vous dessinez un dessin n'importe quoi, même un enfant qui dessine en réalité, ben, il a un droit d'auteur en réalité. Il est de droit, il est spontané. Avec les images générées, en réalité, c'est pas comme ça, c'est pas d'office. Et je pense que ça doit être démontré, il doit y avoir un travail derrière. Et donc, dans le cas de l'exemple de l'étudiant, je pense que toute la question est dans le dosage en réalité. C'est-à-dire si on est juste dans l'agglomération de plein de textes générés par ChatGPT, qui en plus a un style quand même très particulier chez GPT. Hein. Il est très contrôlé, il est ce qu'on appelle le RLHF, c'est le réentraînement en fait par orientation humaine. Du coup, il a son style bien à lui. Il est terrible aussi à utiliser en littérature parce qu'il met des happy end partout. Hein. Il est inutilisable pour ça. Mais donc, du coup, il a un peu sa personnalité. Et qui en même temps n'est pas une personnalité juridique du coup, mais en réalité, du coup, le style se détecte quand même assez bien en réalité. Si on commence à faire de l'agglomération de ça de manière assez sale, en réalité, on va retrouver. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a ça. Mais ça rebondit aussi sur la question du droit moral, parce que le gros problème de ChatGPT, si utilisé pour avoir une thèse, il va citer des gens, il va associer des citations, et souvent c'est faux. Parce qu'il hallucine, en fait. Parce qu'il n'est pas capable, dans son modèle, de mémoriser véritablement des textes. Il mémorise des probabilités. Et c'est un peu comme pour les images, en réalité, comme je vous avais montré. Les modèles d'images ne mémorisent pas vraiment les images d'origine. Ils mémorisent des idées de ces images et elles vont ressortir des choses. Et c'est la même chose pour le texte. Sauf que là, c'est plus embêtant parce que pour le texte, généralement, on a quand même besoin, des fois, de citer des choses. Et un cas extrême qui est sorti en ce moment aux États-Unis, c'est un avocat américain qui a sorti de la jurisprudence et il a commencé à utiliser GPT comme un moteur de recherche. Donc du coup, ChatGPT a inventé des cas qui n'existent pas, avec des compagnies aériennes qui n'existent pas, et la personne, plutôt que d'aller se renseigner, elle a demandé à ChatGPT quels étaient ces textes-là, parce qu'il ne les retrouvait pas. Donc du coup, ChatGPT a carrément généré en fait les textes, les débats juridiques qu'il y avait eu à l'époque. C'était produit en justice. Évidemment, rapidement, ils se sont rendus compte que, évidemment, ça n'existait pas. Mais le même problème se pose évidemment en recherche. Dès que vous commencez à générer une longue thèse avec ChatGPT, vous allez citer plein de chercheurs, des fois qui existent, des fois qui n'existent pas, mais en leur assignant des citations, des choses qu'ils n'ont jamais dit, des fois des qui sont parfois à l'opposé de ce qu'ils racontent. Et ça pose aussi quand même une question de responsabilité juridique par rapport à ça. Alors, je ne sais pas s'il est auteur ou escroc, cet étudiant qui utiliserait effectivement ChatGPT pour sa thèse, mais il faut aussi peut-être mettre dans le débat, sans trop le développer, la question de l'incidence des conditions générales d'utilisation, parce qu'en fait, chacune de ces plateformes ont propre CGU et n'ont pas la même politique quant à l'attribution du droit d'auteur. Par exemple, Midjourney nous dit qu'effectivement, nous sommes auteurs,
Mais néanmoins, nous concédons des droits sur les images qui vont nourrir en quelque sorte la base. Et puis, vous avez d'autres plateformes qui ont d'autres politiques. Voilà, donc il faudrait aussi prendre en compte l'incident. Je ne sais pas si on a le temps de développer tous ces points, mais qui sont importantes, sauf à aller quereller ces CGU en disant qu'elles sont abusives ou qu'elles posent un problème, un déséquilibre significatif, ce qui peut arriver aussi. On a les exemples des réseaux sociaux. Nombre de CGU ont été effectivement mis en cause, mais il faut quand même les prendre en compte. Il faut en prendre en compte, et les praticiens d'ailleurs les prennent en compte justement parce qu'il y a des clauses limitatives de responsabilité et il faut effectivement les intégrer. Je me souviens plus de la question du coup, mais c'est pas grave. Oui, c'était l'escroc. On est tous un petit peu escrocs, honnêtement, en fait. On va tous utiliser, on utilise tous ChatGPT et des modèles, et finalement on fait de la parodie sans s'en apercevoir, on fait de la paraphrase sans le savoir. Enfin, on est tous un petit peu dans un modèle où on reproduit pas à l'identique nécessairement, et finalement on devient auteur par cette mécanique agrégative de création. Peut-être que la création, c'est ça aussi. C'est une navigation peut-être un tout petit peu particulière, guidée par une intention, par le LSD si c'est Jimi Hendrix, par l'inspiration du moment, par le hasard, finalement, pour nous amener à quelque chose qu'on va juger. Alors, qui juge original ? Le juge. C'est le juge qui va finalement valider cette question de l'originalité qui nous occupe là quand on parle de droit d'auteur, même si le droit naît du simple fait de l'acte de création, d'une forme qu'on va juger originale. Finalement, au moment où on va dire il y a litige, c'est le juge qui va se poser la question, est-ce que vraiment c'est original cette chose-là ? Est-ce que vraiment il y a eu des choix libres et créatifs ? Vous voyez, la notion de choix libre et créatif est presque tautologique, parce qu'on définit la créativité par des choix libres et créatifs. Un petit peu. Okay, j'exagère un tout petit peu, mais ça pose des vraies questions finalement d'arbitraire. Et bien sûr, avec ces nouveaux outils, on voit se décliner, comme ça a été dit par tout le monde, finalement de nouveaux usages. Et bien sûr, il ne faut pas interdire la créativité au seul motif que tout à coup, un nouvel objet, la lithographie, par exemple, au début du siècle ou au siècle dernier, la photographie, un peu après, et puis maintenant de nouveaux modèles d'inférence apparaîtraient et changeraient un petit peu la donne sur ce qu'on concevait comme étant justement un seuil minimal de créativité. Je suis complètement persuadé, et d'ailleurs c'est déjà le cas, que des prompts suffisamment riches et précis manifestent justement ces choix libres et créatifs, et que finalement c'est pas très différent de cas beaucoup plus anciens, on a évoqué Renoir, où on guide la machine, peut-être de manière à pas, et là encore c'est un domaine de recherche très foisonnant justement sur la manière de finalement d'amener le programme, ChatGPT par exemple ou autre, vers une solution intéressante par des stratégies finalement de nudging, enfin de déplacement progressif vers un domaine de nouveauté. Vous avez parlé de ce surgissement de surprise peut-être qui nous intéresse nous humains, qui n'intéresse pas la machine. Alors il y a un petit point aussi que je voudrais relever qui me semble intéressant sur cette question de pourquoi en fait on est là, pourquoi on parle de tout ça, sans présumer de la conclusion, bien sûr, de cette question de finalement la prise de l'interrogation du droit d'auteur par ces nouveaux objets. Il y a quand même quelque chose qui est rarement évoqué et qu'il faut mentionner. Premièrement, les grands modèles qu'on utilise aujourd'hui, malgré les contraintes algorithmiques qui les désincitent justement à mémoriser, c'est finalement à l'opposé de ce qu'on cherche à faire. On veut qu'un modèle généralise à partir d'un petit nombre, enfin d'un grand nombre en l'occurrence, mais d'un certain nombre d'exemples. On veut qu'il généralise, c'est-à-dire qu'il infère des solutions qui ne sont pas contenues dans la série d'exemples qu'on lui a donné à métaboliser en entrée. En fait, si ce n'est pas le cas, il y a un problème de surentraînement, donc un problème technique qu'on essaie d'éviter. Or, ce qu'on s'aperçoit, et c'est très récent, c'est que ces grands modèles, malgré finalement cette pénalisation, on leur tape sur les doigts chaque fois qu'ils mémorisent. C'est un peu que l'inverse de nous à l'école. Eux, ils ont trop bien mémorisé, on leur donne un petit coup sur les doigts. Et malgré en fait, cette petite tape, ils s'autorisent de mémoriser un certain nombre d'informations. Et ça pose des questions, notamment en termes de droit de reproduction. Parce que ce n'est pas une question, finalement, avec Jean-Michel, on s'était déjà posé la question il y a quelques années, enfin, indépendamment. Finalement, les grands modèles de langage à l'époque n'étaient pas suffisamment grands ou complexes pour se permettre, finalement, ce travers de mémorisation. Or, aujourd'hui, c'est le cas. Et finalement, on voit à échelle de quelques pourcents, mais c'est significatif, vu les milliards de données qu'on ingère, ou qu'on donne à ces modèles à travailler, un certain nombre de ces objets, dont finalement peut-être ceux qui sont finalement les plus originaux,
parce qu'ils sont les plus difficiles à représenter dans le matériel interne du modèle, sont captés, mémorisés par ce modèle. Ce qui pose de nouvelles questions pour le juriste, auxquelles on avait répondu peut-être un peu vite, mais bon, on n'était pas prêt on n'avait pas anticipé la vague actuelle, les succès des grands modèles de langage actuels, qui interrogent donc finalement ces grands concepts au fondement, notamment du droit d'auteur. Donc la mémorisation est aujourd'hui réactive cette question justement des limites du droit de reproduction et pose question. Un autre point plus fondamental, c'est qu'est-ce qu'on veut en fait ? Qu'est-ce qu'on veut avec ces grands modèles, avec ces modèles génératifs ? On ne veut pas interdire la créativité. Non, super. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger sous-jacent ? Alors, ce n'est pas tellement le droit d'auteur, là, c'est vraiment en termes de création, à favoriser ou à se cantonner ou à donner trop de pouvoir, si vous voulez, à ces modèles. C'est un petit peu la question que Pierre Kahl relevait avec cet auteur, enfin ce créateur polonais. C'est un problème à la fois de démocratisation et de passage à l'échelle. Aujourd'hui, c'est relativement peu coûteux de produire un très très grand nombre d'œuvres qui vont saturer le marché, qui vont être mises à disposition à moindre coût. Et peut-être, il y a là un mécanisme désincitatif pour les auteurs humains à investir peut-être ce domaine, parce que peut-être leur rémunération baisse, et c'est le cas aujourd'hui. Si vous parlez à la Ligue des auteurs, vous voyez qu'il y a déjà des éléments mesurables qui disent de l'ordre de 30%, alors pas des artistes, Jeff Koons et tout ce que vous voulez, non, ça c'est des épiphénomènes. Non, les vrais, ceux qui sont dans la queue de la distribution, ceux qui ont du mal à finir à payer leur loyer à la fin du mois, eux, ils ont besoin peut-être de ces petites piges, vous voyez, qui ne sont pas des actes créatifs absolument considérables, mais qui sont quand même, qui rentrent complètement dans le domaine du droit d'auteur et qui se confrontent aujourd'hui à des outils génératifs où des producteurs vont pouvoir utiliser, enfin des utilisateurs vont pouvoir utiliser ces modèles pour faire des couvertures, par exemple, des petits designs, des petits textes pas trop compliqués, etc. ou des jingles. Il y avait JukeDeck il y a quelques années qui disait pourquoi vous embarrasser à payer $400 un humain alors qu'avec $24,99 je fais la même chose. Effectivement, c'est la question. Et là, on touche un domaine finalement de la production artistique, un petit peu ignoré, mais qui est le cœur, enfin qui est, je dirais, social et en termes quantitatifs, absolument considérable. Donc il ne faut pas l'oublier. Et comment est-ce qu'on fait pour inciter justement à ces gens à continuer à créer alors qu'on les déprive peut-être, enfin on les prive d'une partie de leurs moyens. Et puis encore un dernier point, c'était finalement ce que je voulais dire en premier, c'est que ces modèles, alors techniquement, sans aller trop dans le détail technique, ont tendance à interpoler. C'est-à-dire qu'en fait, l'émergence de créativité, elle est très très relative dans ces modèles d'inférence. C'est pour ça que vous savez, et d'ailleurs ça revient à ce que tu dis Pierre, Karl, parce que les images de Stable Diffusion et Midjourney, ça ressemble un petit peu toujours à la même chose. Il y a un côté, il y a un feeling, en fait, un peu d'identité. On finit par les reconnaître, en fait. C'est comme s'il y avait un propre style, vous voyez. En fait, ces modèles, d'abord, n'apprennent, ne génèrent de nouveaux objets qu'à partir de ce qu'ils ont appris. Donc, c'est à partir du passé, finalement. Ils s'ancrent dans cette sorte assise du corpus sur lequel ils ont appris. Et ils ne vont faire, finalement, que des interpolations. Alors, c'est un petit peu plus compliqué mathématiquement, à l'intérieur des éléments qu'on leur a donnés. Ça veut dire quoi interpoler ? Ça veut dire que vous avez deux œuvres, je ne sais pas, Renoir, Rubens, et si vous avez été entraîné sur ces deux types d'œuvres, finalement le modèle va se déplacer à l'intérieur de ce curseur, voyez, de ce spectre d'options, de possibilités. Jamais ce modèle qui n'aurait été entraîné que sur ces deux types d'œuvres, ce serait assez réduit, ne ferait surgir un bleu-clin. Voyez ? Et ça, c'est extrêmement important pour nous en termes sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut avec la création artistique ? Est-ce qu'on veut être interrogé ? Est-ce qu'on veut une sorte de radicalité, de rupture ? Et est-ce que cette rupture serait possible si finalement on ne produisait des formes artistiques que par l'intermédiaire de ces objets-là ? Si le bleu-clin surgissait de ce modèle entraîné avec Rubens et Renoir, l'utilisateur dirait il y a un bug. Il irait voir le codeur, il dirait bah, écoute, t'as mal travaillé, vas-y, répare le problème, fais un patch mon système, ça marche pas. Vous voyez, le pixel tout bleu, ça ne serait pas considéré comme une œuvre, probablement, parce que ça n'aurait pas été anticipé par ce corpus d'entraînement. Et là, c'est important aussi de réintégrer finalement la place importante de l'humain dans cette chaîne créative. Il est au départ, finalement, de ce pipeline, mais il est aussi, je dirais, le destinataire de ces formes que l'on crée. Et le droit d'auteur doit activer par tous les moyens possibles, finalement peut-être, cet encouragement à l'exploration au-delà des formes interpolées permises par les modèles.
On en arrive donc à la question, la grande question, les droits d'auteur sont-ils menacés par l'IA générative ? Le droit d'auteur, c'est un concept qui est purement juridique. Alors, je pense que les réponses techniques et juridiques à cette question, on les a, mais de façon plus générale et plus prospective, on voit que le législateur, le régulateur a tendance à faire évoluer en fonction des différentes technologies émergentes un certain nombre de règles juridiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un corpus juridique qui est adapté à ces nouvelles formes que je vais oser qualifier d'œuvres, ou est-ce qu'on va devoir faire évoluer le droit pour répondre à la problématique, à une problématique qui peut d'ailleurs être technique, économique ou juridique. Pourquoi économique ? Parce que finalement, quand le portrait d'Edmond Bellamy est vendu 480 000 $, est-ce qu'on c'est une œuvre de l'esprit qui est vendue ? Est-ce qu'on a envie de la qualifier d'œuvre ? Enfin, toujours est-il que le droit vient quand même soutenir les évolutions technologiques, et aujourd'hui, est-ce qu'on va devoir le faire évoluer ? Alors, moi, je vais répondre à la question qui était posée dans cette table ronde. Est-ce que les droits d'auteur sont menacés par l'intelligence artificielle générative ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a d'autres mécanismes qui devraient être sollicités aujourd'hui. Finalement, on a une technologie, on va dire, disruptive qui arrive. C'est toujours un peu le débat de l'innovation destructrice. Et dans ce cas-là, effectivement, le premier réflexe, ça va être de dire si elle a mon droit d'auteur, il faut payer. On a le fâcheux exemple du droit voisin des éditeurs de presse. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on nous ponde encore un droit foireux, je dirais, pour faire rémunérer l'utilisation de ces machines, sans se poser, encore une fois, je remets la question initiale, savoir s'il y a une exploitation. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit qu'encore une fois, tout était bien, mais peut-être qu'on pourrait interroger d'autres droits. On pourrait interroger d'autres droits. On l'a vu à travers le problème de l'accès aux données. Peut-être que le problème, c'est un problème de contrat et de contrat responsable, d'en voir finalement des plateformes qui seraient vertueuses, qui se tourneraient vers le contrat pour justement arriver à rémunérer certaines utilisations. Ou alors, on pourrait considérer que le problème qui est posé, c'est un problème peut-être de droit de la consommation, c'est-à-dire en fait, avant tout, une obligation d'information, de dire qu'on s'est servi effectivement d'une IA. C'est d'ailleurs le sens des textes, me semble-t-il, au niveau de la commission. Et d'ailleurs, j'observe que dans la propriété intellectuelle, ce ne sont pas des données qui sont totalement étrangères. J'avais encadré une thèse il y a quelques années sur les variétés végétales et se poser la question de savoir comment il fallait juger les industries du médicament qui allaient effectivement puiser dans un pays une variété végétale pour ensuite la traiter pour en faire un médicament. Et il y avait des mécanismes d'information qui étaient imposés aux titulaires effectivement du brevet. Donc je trouve que ça serait assez éthique et loyal que justement d'obliger certaines personnes à dire qu'elles ont utilisé l'intelligence artificielle. Ou alors il faut se tourner vers un problème de responsabilité, pas tant un problème de propriété. J'ai en tête, là encore, je déborde, mais à mon avis, c'est des problématiques qui ne sont pas fondamentalement différentes. Une affaire qui avait été jugée aux États-Unis il y a à peu près 20 ans, de médecins qui avaient travaillé sur une population avec une maladie génétique très rare. Ils avaient travaillé pendant 3 ans et ils avaient exploité les données médicales, à l'insu d'ailleurs de ces patients, pour ensuite aller développer un brevet qu'ils avaient déposé et exploité. Voilà. Et finalement, le juge américain, plutôt que d'aller faire valoir un hypothétique droit de propriété sur les tissus humains, avait mis en avant une histoire de responsabilité et d'éthique. Vous voyez ? Donc en fait, je pense qu'à ce stade, plus que de consacrer un nouveau droit à rémunération, il faudrait quand même se poser la question de savoir s'il n'y a pas une responsabilité de ces opérateurs, justement, à utiliser des choses qui sont protégées, mais sans se poser la question de savoir s'il y a un droit de propriété. Mais voilà, je pense que c'est une question avant tout éthique et de responsabilité sociale. Voilà, je ne vais pas en rajouter, mais je pense que peut-être que en fait,
mon avis personnel, hein, c'est que le droit, et en particulier le droit de la propriété intellectuelle, n'est pas du tout adapté pour répondre à la question. C'est-à-dire que l'exemple du streaming musical, par exemple, prouve selon moi que le droit d'auteur perçu traditionnellement ne peut pas être la réponse, et qu'en fait le système tel qu'il existe ne trouvera pas la réponse en son sein. C'est-à-dire que la réponse viendra d'innovation technologique et de mesures techniques. Le streaming, en gros, depuis Napster et pendant 10 ans, tous les grandes majors ont cherché à comment faire pour mieux répartir la valeur. Et en fait, il a fallu que des boîtes technologiques qui n'avaient rien à voir avec la musique choisissent un autre abonnement, le streaming et en fait l'abonnement à un catalogue de musique, pour qu'en gros, il y ait une solution à cette question de la répartition de valeur au sein du marché et des artistes. On peut critiquer plein d'aspects, mais la solution, elle a une manifestation juridique aujourd'hui, mais elle n'est pas passée ni par les acteurs traditionnels, ni par ceux qui défendaient un précaré, ni par ceux qui prétendaient faire de l'ingénierie juridique au sein de cette matière. Moi, je pense que la solution va venir de... En fait, la meilleure manière de se protéger, c'est pas de créer un nouveau droit, c'est plutôt de mettre des balises dans son code. Comme ça, on est certain que les machines qui parlent à d'autres machines, en fait, donneront des réponses négatives et les outils, les images, les textes ou les contenus ne seront pas utilisés. Et la deuxième chose, c'est que je dirais qu'il y a une grande promesse, mais qui est aujourd'hui en fait un peu en cours de développement, c'est la blockchain. C'est-à-dire qu'en gros, la blockchain, c'est au-delà du buzzword, c'est la naissance de la rareté dans l'espace numérique. Et ce qu'on dit quand même tous collectivement, qu'on parle d'œuvres d'art, qu'on parle d'œuvres au sens juridique du terme, ou qu'on parle de création, c'est qu'on copie, on voit, il y a plein de choses qui sont accessibles et on ne sait pas d'où ça vient, donc ce qu'on appelle communément la black box des algorithmes, mais on ne sait plus faire le raisonnement retour de d'où ça vient, on ne sait plus sourcer. En fait, la blockchain peut être un des éléments techniques de cette identification unique de certains éléments dans l'univers numérique. Et ça peut donner en gros des solutions de traçabilité ou des hypothèses de pouvoir savoir quelle était l'œuvre originale, puisqu'en fait aujourd'hui je vous envoie un PDF, vous pouvez en faire N copies et on ne saura plus jamais si mon original était l'original ou si en fait moi-même je l'avais copié. La blockchain résout une partie de cette question qui est la rareté dans l'espace numérique, et je pense que ça, plus des mesures techniques, peut apporter beaucoup plus de solutions que des raisonnements juridiques, où en fait le droit peut être un outil qui va mettre en œuvre ou qui va permettre de faire valoir des droits ou qui va permettre de déployer commercialement une solution, mais je ne vois pas le droit comme la solution à la problématique business, marché ou même philosophique. Alors moi, je vais répondre rapidement à la question de base. Donc, est-ce que le droit d'auteur est menacé par les IA génératives? Alors, je réponds plutôt non, parce qu'on voit quand même les créateurs de ces outils, ceux qui ont voulu en faire un usage professionnel, au contraire, ils ont envie de se revendiquer une forme de droit d'auteur. Donc je pense qu'on reste quand même cet imaginaire que les auteurs. Après, la vraie question qui se pose pour moi, c'est la question de l'efficacité technique du droit d'auteur. Et ça, je pense que c'est une vraie question ouverte en réalité, parce que il faut savoir qu'un droit d'auteur était quand même un droit assez fort traditionnellement dans l'environnement numérique, qui sert même des fois à résoudre d'autres problématiques, notamment la question de la modération, la question mais personnelle aussi. Pendant longtemps, c'était aussi un biais qu'on utilisait. Pourquoi? Parce que techniquement, il s'incarne assez bien. Et le bon exemple, par exemple, c'est dans YouTube, vous avez un mécanisme qui s'appelle Content ID et qui est là pour bloquer dès que quelqu'un reprend une musique, dès que quelqu'un reprend une vidéo, dès que quelqu'un reprend une image. C'est bloqué automatiquement par de l'IA en réalité. Donc c'est l'IA comme régulateur du droit d'auteur qui est là depuis 20 ans, il n'est pas nouveau du tout. Et c'est extrêmement puissant. La question qui se pose aujourd'hui, elle est la même que celle des logiciels d'anti-plagiat qui ont soudainement sauté lorsqu'on a vu arriver chez GPT, et on se rend compte qu'on n'arrive pas à détecter en fait, dès qu'un étudiant utilise chez GPT, alors qu'avant, dès qu'il copie Wikipédia, évidemment, tout de suite c'est flagué. Ça ne détecte pas. Et le problème qui va se poser pour tous ces instruments, et là on peut penser notamment à la génération de vidéos, qui n'est pas encore arrivée, mais qui va déferler dans 2, 3, 4 ans peut-être, sur YouTube, comment ça va se passer? C'est-à-dire que si vous arrivez à faire du vidéo to vidéo, comme on fait de l'image to image, et que vous arrivez à reprendre un film et vous le changez légèrement au point que le logiciel est incapable de le détecter parce que c'est pas exactement la même chose et qu'il y a eu des changements et que tel personnage d'une série télé, il porte plus un béret, il porte une casquette, comment est-ce que vous allez arriver à faire? Et là, je pense qu'il y a quand même une vraie question, je pense qu'il va se poser de plus en plus, c'est toute l'infrastructure qu'on a pensée pour réguler le droit d'auteur concrètement, en pratique, sur Internet, et qui est relativement différente d'ailleurs de la question de la régulation théorique du droit, d'ailleurs, des fois, parce que des fois, il y a des usages légitimes qui sont bloqués, notamment les images au même public, c'est pas toujours très bien appliqué. Cette infrastructure-là, elle est quand même un petit peu menacée, je pense, à terme, et c'est quand même une vraie question qui se pose. Il faut finir peut-être ou
Ok, alors très vite, effectivement, je pense que le droit d'auteur n'est pas, enfin, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je rejoins tout à fait Jean-Michel, en particulier sur ces options alternatives, défensives. On pourrait aussi invoquer le parasitisme artistique sur la question du style, qui n'est pour de bonnes raisons pas protégé par le droit d'auteur et qui ne devrait pas l'être. Il ne faudrait pas faire rentrer dans le giron du droit d'auteur cette notion de style, au prétexte finalement que ces objets techniques permettent finalement de reproduire ces styles. Par contre, il y a d'autres outils légaux qui permettent peut-être des formes de protection alternatives. Donc cette notion de droit de la concurrence, de parasitisme, peut-être, pourquoi pas. On peut explorer tout ça et finalement, c'est un petit peu ça l'enjeu. L'évolution technique qui est comment dire, consubstantielle de notre notion enfin, d'humanité, on évolue avec l'outil et l'outil nous change nous-mêmes, hein, cette notion un petit peu circulaire dans laquelle nous trouvons. Finalement, on continue de la faire progresser, elle interroge le droit tout le temps, tous les droits sont interrogés par la technique en vérité, quand on regarde un tout petit peu dans le détail. Et effectivement, ces notions qu'on a évoquées tous ensemble aujourd'hui montrent bien que ce n'est pas forcément une mise en danger en tant que telle, mais simplement la nécessité de regarder, je dirais honnêtement, faire un état des lieux honnête d'une situation pour voir comment peut-être adapter le droit sans le révolutionner. Et je crois qu'il est très important de ne pas omettre l'énorme effort intellectuel, collectif, social qui a construit cette architecture juridique au prétexte qu'on s'émeut des productions de Runway. Runway, c'est les vidéos, donc c'est tout de suite. Hein, d'ailleurs, les vidéos, allez voir, bon, c'est pas encore au niveau de Stable Diffusion et d'autres en termes de qualité, mais ça va venir. Et je pense que quand on dit 2 ans, aujourd'hui, c'est peut-être 2 mois. Hein, donc il faut accélérer aussi la machine. Et on voit que finalement, peut-être là, cette interrogation, elle nous incite à engager des débats interdisciplinaires, collectifs, pas que juristes uniquement entre eux, parce que finalement on tombe très vite d'accord ou on s'oppose, c'est des guerres d'ego et on s'entend plus, mais justement en mettant ensemble les techniciens qui produisent ces objets-là, qui ne sont pas toujours au fait des enjeux de responsabilité qu'évoquait Jean-Michel par exemple, très importants, des politiques qui vont faire la loi, des élus, et puis des juristes, notamment des sociologues et d'autres, hein, des philosophes, qui vous voulez, et tout le monde finalement. On a tous notre mot à dire dans ce débat. Donc, pour reprendre un dernier point, juste si vous me permettez, c'est qu'effectivement, le droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur qui fait partie de la droit de la propriété intellectuelle, une sorte de poupée comme ça, de poupée russe, il n'est pas hors sol, hein, il est inscrit dans un contexte social beaucoup plus vaste qui va traiter aujourd'hui de l'IA. Vous avez un règlement européen sur l'IA qui est en train de se construire, une pléthore de textes sur les données. Enfin, pléthore, un certain nombre de textes sur les données, complexes, hein, d'un point de vue juridique à décanter, eh bien, c'est à l'intérieur de cet espace un petit peu plus vaste qu'il va falloir aussi penser ces notions de risque. Et si vous suivez le développement du règlement européen sur l'IA aujourd'hui, on y a fait rentrer post-ChatGPT un questionnement sur ces modèles qu'on appelle foundational, enfin des modèles fondamentaux qu'on va réentraîner, eh bien, justement en réponse peut-être à l'urgence supposée des usages ou des mésusages de ces grands modèles de langage. Donc là aussi, il y a ce régime qui gère les développements de l'IA sur la base des risques des usages, des risques des utilités, qui va aussi devoir être connecté dans une sorte de grand réseau juridique avec le droit d'auteur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il ne reste que quelques minutes pour prendre une ou deux questions. Merci pour cette con, c'est hyper intéressant. J'ai 2 questions pour Arthur. J'ai plus le nom, désolé. Est-ce que en cabinet, en fait, est-ce que c'est le branle-bas combat ou est-ce que c'est juste business as usual? Et deuxième question. Deuxième question, oui. Est-ce qu'en fait, on ne doit pas repenser complètement la façon, enfin, est-ce que le droit d'auteur, finalement, si on regarde les développeurs, si on regarde le code, ça fait quelque temps qu'ils cherchent qu'on gagne de l'argent sur sa prestation, et qu'on ne cherche pas à en gagner ensuite sur la vie de son code. Est-ce que c'est pas finalement un meilleur modèle? Est-ce que c'est vraiment indispensable de sauver le droit d'auteur? Et en tant que développeur, moi, c'est pas un sujet. Je produis du code, je suis payé pour le faire. Après, je passe à autre chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la technique vaut de moins en moins d'argent.
créer de la technologie, ça coûte de l'argent, mais ça se commoditise. Il y a beaucoup de choses qui permettent de créer beaucoup de choses simplement. Nous, on le voit, hein, le poste technologique, dépenses d'investissement, c'est toujours le premier dans des boîtes tech. Le deuxième, c'est le marketing et la communication. Donc c'est toujours la même chose. Je pense que ça, c'est une vraie constante. Après, ça dépend de ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, il y a des choses simples qui en fait ne valent pas grand-chose. Il y a des choses très complexes qui valent énormément d'argent. Donc je ferai ça comme différence. Ensuite, il y a de plus en plus de choses qui peuvent être brevetables. Donc en fait, vous pouvez avoir de plus en plus de droits privatifs et donc en fait très puissants juridiquement sur des créations. Que ce soit des créations d'IA, des réseaux de neurones ou des logiciels. Donc en fait, il y a beaucoup d'opportunités pour protéger ce qui est très précieux. Et c'est un peu une tendance que je dirais qui est sociétale, c'est que ce qui est très commun vaut quasiment zéro, ce qui est très rare vaut très très cher. Et en fait, le moyen est un peu écrasé. Et ensuite, sur votre autre question, est-ce que c'est le branle-bas de combat? La réponse c'est non. C'est le branle-bas de combat dans la presse, c'est le branle-bas de combat dans le monde universitaire, le monde du business. C'est très simple, hein, le régulateur est dépassé et régule à retard. Les administrations et les régulateurs ne comprennent pas et les juges sont trop vieux pour comprendre. Donc en fait, quand vous êtes devant les juridictions, nous on le voit très bien, hein, il y a un biais générationnel et une proximité, c'est ah oui, j'ai mon petit-fils, il a commandé un Uber une fois. Ça peut être de cette nature-là. Et donc ça crée énormément d'aléas judiciaires. Et c'est ce que je disais sur le mésoutillage ou le sous-outillage des juridictions et disons de l'État pour comprendre et réguler. Moi, mon expérience très personnelle, c'est que les clients technologiques sont mal jugés, les clients technologiques sont très contrôlés, alors qu'on a l'impression qu'ils s'affranchissent de toutes les règles. Ce n'est pas du tout la perception qu'on en a, c'est plutôt des gens qui sont au contraire très sophistiqués. Il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de similitudes entre être ingénieur et être juriste, avec des raisonnements qui s'enchaînent, des branches d'analyse. Si c'est pas ça, ça peut être ça, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Donc il y a beaucoup de proximité, donc il y a beaucoup d'informaticiens qui sont très bons en droit sans le savoir. Donc voilà, donc je dirais que il y a beaucoup plus d'inquiétudes, disons, dans le grand public, ou en tout cas d'interrogations, que chez nos clients. Bonjour. Alors, pour moi, une table ronde de juristes qui sont capables de dire qu'ils ont peut-être parlé trop vite il y a 2 ans, qui sont capables de dire que le droit, c'est peut-être pas la bonne réponse. Et alors là, je rajoute un truc, qui sont capables de dire que les juges sont trop vieux. Franchement, c'est trop fun. Et c'était plutôt en écoutant Jean-Marc sur la question de l'intention dans le prompt qui peut suffire à être une œuvre. Je me suis trompée de prénom, peut-être. Non, c'est ça. Moi, ça m'évoque en fait les ateliers de peintres au XVIIe siècle. Enfin, je veux dire, on retient Nattier comme le seul auteur des tableaux, alors qu'en fait, Nattier, il faisait que les visages. Et c'est tout son atelier qui faisait le reste du tableau. Et en fait, aucun des gars de l'atelier, on retient son nom. Et l'autre point que m'a évoqué la question, comment, et c'est une vraie question, hein, comment on va faire pour que les vrais artistes puissent vivre? Je n'ai pas vraiment de réponse. Une idée qui me vient comme ça à partir d'une expérience, c'est ok, le graphiste à qui je ne vais plus commander mon affiche pour mon expo, et c'est vrai, parce que ça va aller plus vite et que ce sera plus rapide et plus simple pour moi, et ce gars-là, je peux l'inviter par exemple à la prochaine conférence IA et éducation à nous produire, je ne sais pas, une infographie, un visuel quelconque que lui seul sera capable de faire parce qu'il aura assisté à cette conférence et qui sera capable de faire une création. Voilà, et je suis prête à le payer pour ça. Voilà. Alors merci, effectivement, on se plante tous. Moi, il y a quelques années, quand je travaillais sur ces sujets d'IA, et j'étais dit, jamais de la vie on fera, par exemple, ce que fait ChatGPT. J'aurais tout parié que c'était impossible, et puis maintenant on s'adapte. Donc on est tout le temps en train de se remettre en question. Il faut absolument. Et c'est aussi un changement de paradigme. Vous avez raison, pour les juristes, ou sans taper sur les juges ou les juristes en général, il y a de tout évidemment. Mais on est un peu dans le quant à soi aussi. Il y a un élément confortable parfois d'y rester.
d'y résider. Aujourd'hui, je crois que l'objet, en particulier ces objets techniques, et il y a Sylvain qui est Chatric, un enseignant-chercheur en droit ici dans la salle, on est obligé de faire des passerelles. Et je crois que cette idée des concours finalement entre des domaines de droit qu'on aurait pu ignorer, qu'on aurait pu considérer indépendants, aujourd'hui se voit reliés par des questions peut-être techniques, très prosaïques, c'est une invitation à réfléchir ensemble. Et ça, je trouve ça que c'est positif. Tu vois, j'essaie d'être positif finalement. Après, les juges s'y mettent. L'école de la magistrature se met à l'algorithme. On y donne des cours pour justement leur permettre finalement de... Parce qu'il y a des modes de panique aussi, on n'arrive pas à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on décide au cas par cas, mais quand même. Donc, il y a ça aussi. Il y a ça, ces mouvements finalement de la pédagogie à l'égard des juges et peut-être aussi à l'égard des créateurs, pour leur dire vous avez des droits. Et c'est pas, moi je suis pas pro faites des procès à tout va, mais quand même prenez conscience de l'importance de votre acte créatif dans cette chaîne de production de la valeur. Il est essentiel. Et c'est pas parce que Stable Diffusion peut faire 10 milliards de trucs en quantité que vous n'êtes pas capable de faire tout le long de votre vie, parce que vous avez un temps limité, il faut faire le ménage et tout. Donc on n'a pas que ça à faire, créer. En même temps, le caractère un petit peu particulier et essentiel de notre capacité à saisir le monde n'a rien à voir avec celui des modèles qui ne sont pas, alors je ne sais pas en français comment on dit, en anglais on dit grounded. C'est un terme de linguistique qui dit que les modèles ne sont pas ancrés dans le monde. Ils ne comprennent du monde que ce qu'on leur a donné. Et on leur a donné très peu, même si c'est en nombre, ça nous impressionne. Des milliards d'images, c'est beaucoup, mais finalement c'est peu. On ne voit pas le monde simplement qu'à l'aune, on ne le mesure pas qu'à l'aune de ces images. En fait, c'est une expérience, la vie. Et l'auteur, l'artiste, c'est quelqu'un qui va peut-être, je ne sais pas, organiquement, transformer, métaboliser par son corps et ses sens cette expérience humaine qui est aussi une expérience sociale qui dépasse de loin, très largement, ce que saisissent les modèles. Donc, voilà. Donc il faut vraiment l'encourager. Je pense que c'est aussi la fonction du droit d'auteur. Merci beaucoup. Alors juste le petit mot de la fin. Il est vrai qu'on voit aujourd'hui une transformation très importante des métiers, des outils, des résultats, avec une approche excessivement fantasmée, parfois des craintes, en se demandant ce que l'IA va pouvoir perturber ou choquer dans notre quotidien. Alors, c'est une transformation, c'est une technologie disruptive qui accompagne, qui est un outil pour l'homme excessivement intéressant. Et je voulais vous remercier tous les quatre d'avoir su donner de la visibilité, de la compréhension et de la pédagogie qui finalement nous montre que non, l'art ne va pas disparaître demain, mais qu'on va avoir la chance finalement d'avoir d'autres approches, d'autres résultats et d'enrichir notre quotidien, notamment notre quotidien de spectateurs. Je vous remercie.